Merci d'être venus, on ne pensait pas, pour ma part, autant nombreux. Donc, nous sommes une association d'éducation populaire, Bulder, une jeune association installée à Saint-Sevé. Et nous organisons cet événement avec le cinéma Mediaset. Nous avons profité de la venue du réalisateur du film, Adrien Bellé. Nous avons aussi contacté des intervenants qui agissent localement à Pujon-le-Plan et qui ont la ferme du Chambalin. Et nous avons l'association C'est quoi ça de Rion-des-Landes aussi, qui ont un jardin en permaculture aussi. L'idée, c'est donc de regarder la projection ensemble et ensuite d'avoir une discussion sur le sujet et pouvoir approfondir selon les envies. Nous, en tant qu'association, donc l'association Bulder cherche un terrain, donc avis à la population. Si vous avez connaissance d'une personne qui aurait un terrain, l'association serait garante du cadre et on aimerait se lancer en permaculture en sachant qu'on apprend en faisant, donc merci pour votre soutien. Je laisse la parole aux intervenants qui vont se présenter brièvement. L'association, enfin, pas l'association, la ferme du Chambalin. Voilà. Bonjour, donc Maxime de la ferme du Chambalin, je suis avec les deux autres cofondateurs, Aurélien et Clément. Donc nous on s'est lancé à partir depuis le mois de janvier, pour essayer de se lancer en maraîchage sous la forme de la permaculture. Donc on en est au tout début, on pourra répondre aux petites questions qui peuvent vous interroger, on fera de notre mieux. Bonsoir, je suis Nathalie, je fais partie de l'association C'est quoi ça, Rion-des-Landes. Et nous on a un écolieu sur lequel on produit 20 paniers par semaine et où on accueille beaucoup de public, enfants, adultes, adolescents. On organise des formations, on fait beaucoup d'actions d'éducation populaire. Et donc ce soir, je suis venue partager avec vous aussi notre expérience et la vôtre, j'espère. Je passe le micro au réalisateur du coup. Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être aussi nombreux pour cette projection de l'éveil de la permaculture. Je remercierai donc également l'association Bulder pour avoir organisé la soirée et le cinéma Mediaset pour l'accueil. Donc avant de lancer le film, j'aimerais revenir avec vous un peu sur l'origine de ce projet. À savoir que... Oh là, je vais porter de la voix. À savoir que c'est un film qui prend racine en 2012. En fait, c'est un film qui est né d'une amitié entre donc, deux passionnés. Mon ami Clément, passionné de permaculture, et moi-même passionné de cinéma. Et donc, on a décidé de mettre en commun nos compétences pour réaliser ce film qui allait donc mettre en lumière la permaculture et redonner quelques fondamentaux. Donc en fait, je dis 2012 puisqu'en fait Clément à l'époque part un voyage en Australie pendant 1 an et il a l'occasion d'y pratiquer le woofing, donc on vient apprendre aux côtés d'un agriculteur différentes techniques et en échange du gîte et du couvert. Et donc il tombe un petit peu par hasard dans la ferme d'un permaculteur, Jeff Lawton. Et pour lui c'est vraiment une révélation, ça a fait beaucoup de sens puisqu'il a suivi des études de physique, de chimie. C'est aussi un amoureux de la nature et la permaculture lui permet de faire des ponts entre toutes les disciplines. Donc il acquiert ce qu'on appelle la vision globale du permaculteur. Donc il revient de son voyage et il décide de s'investir dans le mouvement de la transition, dans le mouvement de la permaculture, du côté de Montpellier. Et donc moi-même je suis donc une trajectoire complètement opposée puisque j'habite Paris, je cherche à travailler dans le monde du cinéma. Et puis progressivement c'est le monde de la télé qui m'appelle et je finis par travailler pour les grandes chaînes de télé, notamment sur des reportages et documentaires. Et puis vient un moment où je suis un petit peu en désaccord avec les messages véhiculés par ces médias et surtout j'ai à cœur de réaliser et produire des films autonomes et qui parlent de sujets qui ne sont pas du tout abordés dans ces médias-là. À savoir que la permaculture en 2013-2014 on n'en parlait quasiment pas. C'était vraiment quelque chose de très confidentiel et aujourd'hui c'est en train d'exploser. Donc c'est vrai que le film il tombe à point nommé. Donc on a cheminé avec cette idée de faire un film et ça s'est concrétisé en rencontrant Andy et Jesse Darlington qui sont donc deux permaculteurs fermiers installés dans le sud de la France et qui eux pratiquent la permaculture depuis plus de 35 ans. Donc ils avaient vraiment une expérience approfondie à la matière et puis le désir aussi de transmettre, donc ils se sont lancés dans une activité de formation.
Et donc on s'est mis autour de la table, il était partie prenante aussi du projet pour imaginer donc ce film qui allait redonner les fondamentaux, comme je disais, puisqu'en France on se rend compte en parlant un petit peu du sujet autour de nous qu'il y a vraiment, ou il y avait en tout cas, un problème de communication autour du sujet. On parlait systématiquement culture sur but quand on parlait permaculture, donc on s'arrêtait aux techniques et on n'avait pas cette vision d'ensemble et plutôt la vision philosophique de la permaculture. Donc nous on la présente aussi comme davantage un mode de vie à part entière. Donc ça c'était l'objectif, et puis il y a aussi de rendre aussi un hommage à ces permaculteurs qui imaginaient là aussi une très belle solution, une des solutions pour imaginer quand même un monde meilleur, un monde qui respecte la nature et les hommes. Donc c'est un film qui est autoproduit aussi, ça allait dans le même sens en fait, on a essayé de garder toute notre indépendance et puis d'être en accord avec le sujet, à savoir que le film que vous allez voir là ce soir, il est tel qu'on l'a pensé au tournage, au montage. Alors après c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer un distributeur, aujourd'hui le film il est vu un petit peu partout en France. Moi je termine ma tournée landaise ce soir, j'étais ravi de mon passage ici. Il y a vraiment eu de beaux échanges et je vois qu'il y a vraiment la dynamique est vraiment lancée ici dans ce territoire, donc chapeau à vous. Je vous souhaite donc une belle projection et puis à tout à l'heure pour le débat. Merci. Merci beaucoup. Eh bien on va voir un petit peu s'il y a déjà des réactions à chaud, des interrogations, des remarques sur le film, sur la permaculture. Puis je vais quand même inviter déjà les différents intervenants à me rejoindre. On avait plutôt affaire là des gens qui avaient fait des choix compliqués, complexes, plutôt radicaux dans leurs actes, puisque parfois ils ont changé de vie complètement, hein, comme quand je parlais de mode de vie en introduction, c'est souvent quitter la ville et puis être dans ce cheminement de la permaculture, à savoir que c'est quelque chose qu'on met du temps à construire. Les Darlington ils auront mis 35 ans, Pascal ça fait bien 10 ans qu'il œuvre sur son terrain. Et donc voilà, à savoir où est-ce que nous, on est capable de placer le curseur entre cette recherche d'autonomie énergétique, alimentaire, cette recherche d'un cercle vertueux, d'une mise en œuvre d'une pensée écologique, et puis garder aussi un pied dans la vie de tous les jours, et voir comment on arrive à articuler tout ça. Donc c'est facile, en effet, on peut tous pratiquer la permaculture à notre façon. Il y a différentes portes d'entrée, souvent la porte d'entrée c'est principal c'est le jardinage, mais des tas de façons de pratiquer la permaculture et rentrer dans cette philosophie. Aujourd'hui, les principes de permaculture, on les applique, la fleur permaculturelle présente la permaculture sous l'angle bien entendu de l'agriculture, mais aussi de l'économie, de l'éducation, des modes d'habitat, des énergies, des transports. C'est vraiment un nouveau choix de société. Voilà. Bon, je vais vous laisser la parole, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour en parler. Alors, moi, ma question, ce serait à propos du climat. Est-ce que, en permaculture, la permaculture prend en compte des événements, par exemple, s'il pleut pas, par exemple, ou pas forcément le climat, mais des imprévus, comme les maladies chez les animaux ou des choses comme ça, quoi. Oui, en effet, c'est inclus dans le design en permaculture. Déjà, la permaculture s'appuie vraiment sur deux piliers, l'éthique et l'efficacité en énergie. À savoir que la permaculture, elle est hyper efficace d'un point de vue énergétique, puisque comparé à l'agriculture en conventionnel, par exemple, si on parle vraiment d'un point de vue agricole, en conventionnel, je reprends les chiffres de Claude Lydia Bourguignon, 14 calories investies, dont 9 en énergie fossile pour en produire une. En permaculture, on renverse complètement cette balance, puisque on va investir 1 calorie et en produire 10-20 en utilisant les énergies naturelles et notamment la photosynthèse. À savoir qu'on va être hyper productif aussi en production par mètre carré, puisqu'on va densifier, on va créer des associations de culture, réfléchir davantage en termes de volume plutôt qu'en termes de surface, puisqu'on va aussi étager les productions.
Et puis on va aussi réfléchir à la ressource en eau. Donc à savoir que, par exemple, en pratiquant le jardinage naturel, en développant des techniques de paillage, on va optimiser l'utilisation de l'eau. On le voit aussi à plus grande échelle avec cette méthodologie du keyline. Donc la permaculture est tout à fait adaptée à des terrains plus arides. À savoir que par exemple le cours de design en permaculture, ce cours universel qui a été mis au point par les fondateurs de la permaculture, il est aussi enseigné dans des climats tropicaux, des climats plus arides. Donc aujourd'hui il y a des exemples de permaculture sur le continent africain, dans des déserts où grâce à différentes techniques de permaculture on arrive à recréer des oasis, des lieux vraiment où il y a de la diversité, de la biodiversité et de la vie. Donc déjà, au moins d'un point de vue efficacité énergétique, ça a prouvé sa valeur. Ensuite, les imprévus, justement, c'est de travailler sur la diversité. Donc par exemple, quand on va se positionner d'un point de vue agricole, aujourd'hui les modèles qui sont développés en permaculture, ce sont les installations type micro-ferme, où on va pratiquer de la polyculture, à savoir qu'on ne met pas tous ces œufs dans le même panier, comme disait Pascal Despienne. C'est qu'on va avoir une activité de maraîchage, où là on va hyper densifier, donc dans les installations en micro-ferme, généralement on va cultiver jusqu'à, je sais pas, 30, 40, 50 variétés de légumes. Donc déjà ça pérennise un maximum la production. Et puis surtout on va réfléchir encore une fois en termes d'espace, à savoir comment on va aménager les différentes structures agricoles. On va lancer une production en maraîchage, mais aussi très généralement des vergers, une activité en apiculture, des volailles ou autres élevages. Donc ça crée de la robustesse. C'est vraiment cette notion de résilience. S'il y a des aléas climatiques une année, eh bien, multipliant toutes ces productions-là et en créant des interactions, des notions d'interdépendance entre les éléments, on crée de la résilience. Et donc c'est vraiment le modèle qui est mis en œuvre par les permaculteurs, c'est coopérer, collaborer avec la nature et créer des systèmes robustes qui peuvent résister aux aléas climatiques, aux maladies, et ainsi de suite. Donc peut-être que je peux vous laisser témoigner. Ouais, c'est pas mal ce que tu as dit déjà. Tu dis beaucoup là, tu me laisses un peu. Non, en gros, voilà, après, pour tout ce qui est maladie et tout ça, de toute façon, on essaye de s'aider de tout ce qu'il y a autour pour nous protéger, en fait, pour protéger la nature. Elle se débrouille très bien elle-même et on accepte aussi de perdre quelques récoltes quand il faut les perdre, tout simplement. Voilà, on accepte d'avoir des pertes. Ouais, je reciterai d'ailleurs les notions du jardinage naturel quand même, puisque c'est Masanobu Fukuoka qui était un des grands inspirateurs de Mollison et Holmgren, à savoir que c'est du jardinage ou une agriculture qui repose sur 4 piliers, à savoir qu'on ne retourne plus le sol, on ne laboure plus en permaculture. Bon, après il y a quand même aussi des fois des différences quand on met ça dans la pratique. Mais bon, ça c'est l'inspiration de la permaculture, elle est basée là-dessus. Sur la couverture permanente du sol, à savoir qu'on imite aussi les systèmes forestiers, le sol n'est jamais à nu dans les systèmes forestiers, donc on va toujours recréer de la vie, prendre soin du sol et puis donc créer des couvertures végétales à travers différentes techniques de paillage. Et elle va aussi s'appuyer donc sur les 2 autres piliers qui vont être ne plus utiliser d'engrais chimiques et d'herbicides. Donc on se coupe complètement des produits phytosanitaires. Ça c'est vraiment, c'est pas redit dans le film, ça paraît tellement évident, mais c'est important de le repréciser. Je voudrais juste revenir sur un point sur la protection des végétaux. Nous allons utiliser toutes sortes de purins, de décoctions que tout le monde peut faire soi-même, quoi. De purin d'ortie, du purin de prêle, du purin de fougère. Le purin de fougère c'est un anti-puceron, le purin d'ortie c'est un fortifiant pour les végétaux, le purin de prêle c'est un fongicide. Donc naturellement les végétaux se protègent entre eux. En faisant des associations de végétaux et en ne cultivant pas une seule espèce, on limite les contaminations. Quand il y a 15 personnes dans une même salle, s'il y a un virus, tout le monde l'attrape. S'il n'y a qu'une personne, ou moins 4 personnes dans chaque coin de la salle, le virus se transmettra beaucoup plus difficilement. Donc ce qu'il faut, c'est multiplier la diversité, séparer les espèces entre elles. On ne mettra pas 2 pieds de tomates qui vont se coller. On va mettre un pied de tomate, on va mettre une fleur, on va mettre un chou. Comme ça, s'il y a un prédateur sur le chou, il ira sur la fleur ou sur la tomate, mais pas sur notre chou. Voilà.
c'est le cas pour tous les types d'élevage. Il y a toujours des interactions intéressantes entre l'apport effectivement de matière organique, d'humus, qui vont enrichir la terre, la dynamiser, et finalement ça crée encore une fois voilà, des interactions qui sont bénéfiques pour chacun des éléments du système. Après, dans le principe de la micro-ferme, c'est beaucoup plus compliqué de faire un élevage en même temps. C'est pour ça. Alors c'est plus une entente avec les agriculteurs à côté pour nous amener des matières qu'autre chose. C'est plus de la participation dans ce sens-là. Au niveau du sol, effectivement, dans le reportage, il n'y a pas énormément de détails sur l'usage des animaux et leur intérêt dans un système permacole. Mais c'est évident, pour reconstruire du sol, il faut tout ce qu'il y a dans un vrai sol. Donc là, c'est l'exemple de la forêt, typiquement, où personne n'intervient, à part les gens qui y vivent, les animaux, notamment, je parle de gens, mais c'est des animaux. Tout cet ensemble-là fait que le sol se constitue, se fabrique, ce que l'on peut très bien reconstituer dans son propre jardin, aussi bien que dans une installation, dans une micro-ferme, ou à plus grande échelle. Évidemment que ça intervient dans les systèmes permacoles et qu'en général, il y a toujours une exploitation à proximité qui permet de s'arranger et de récupérer ce qu'on n'a pas produit soi-même. Aujourd'hui, on parle de la stérilité des sols, qui est quasi généralisée. Et la stérilité des sols, ça se mesure à quoi? Ça se mesure à la richesse en humus, au pouvoir de rétention du sol. Et ça, l'enrichissement en humus, on parle des feuilles au niveau forestier, bon, ça se fait naturellement. Après, sur les terres agricoles autres, l'humus, ça s'apporte c'est un autre travail. L'injection animale, et après les rotations, l'assolement, je n'ai pas trop entendu parler de l'assolement. Parce que sur un système qui est en marche, un système permacole qui est lancé, l'assolement n'est pas nécessaire. Si vous mélangez toutes les plantes, il n'y a pas besoin de faire ni rotation ni assolement. C'est le système lui-même qui s'entretient. Il y a des plantes qui donnent, d'autres qui prennent des matières les unes et les autres. C'est un échange permanent en fait. Au lieu de créer un cercle vicieux en agriculture traditionnelle, où systématiquement vous êtes obligé de rapporter à manger, puisqu'il n'y a plus rien, tout a été prélevé par la seule plante que vous avez plantée à ce moment-là. Là, si vous plantez plein de choses différentes, chacun va prendre et donner. Donc ce sera des échanges, vous maintenez un équilibre. Donc nécessairement, la vie continue. La vie reste, elle continue, elle s'entretient elle-même. Oui, non, mais je suis d'accord avec le problème, c'est ça, à ce moment-là, ça se passe sur de petites entités. On ne peut pas faire ça sur la France, quand même, c'est des millions d'hectares qu'il faut exploiter. Alors, sur la question d'un modèle permacole qui serait viable à grande échelle, à l'échelle même d'un pays, eh bien, on peut déjà prendre premièrement un peu de recul et voir que la permaculture aujourd'hui et l'agroécologie fait vivre un pays entier, nourrit un pays entier. Il se trouve que le pays de Cuba, justement, a vécu dans les début des années 90 plusieurs chocs économiques, à savoir qu'il y a eu tout d'abord l'effondrement du bloc soviétique et ensuite l'embargo américain. Ils ont dû reconsidérer complètement leur modèle agricole et penser plus local, à plus petite échelle, à travers ces outils proposés par l'agroécologie de la permaculture. Aujourd'hui, le pays est nourri à peu près à 60-65% de cette production-là. Donc c'est possible à grande échelle. Alors bon, là on voit que c'est plutôt une permaculture qui a été imposée historiquement. Là en effet, en France, le modèle dominant c'est l'agrobusiness, c'est l'agro-industrie. Donc on est obligé on sait bien que c'est pas ces petites fermes qui vont venir miter un petit peu le territoire à droite à gauche qui vont faire tout basculer du jour au lendemain. Il va falloir aussi réfléchir à des modes transitoires, des solutions intermédiaires pour les exploitations à grande échelle et qui ne sont pas prêtes du tout. On pense notamment aussi au problème des subventions et de la dette qui est énorme et qui pèse énormément sur tous ces agriculteurs en conventionnel. À savoir que quand on leur parle, par exemple, agroforesterie, là ce sont des systèmes d'inspiration permaculturelle et qui peuvent être applicables facilement. On va voir que déjà créer de l'interaction entre les cultures et la culture de l'arbre, on est dans une idée symbiotique où on va voir des échanges par exemple entre l'arbre qui va avoir un système racinaire plus profond, qui va aller puiser les minéraux et l'eau nécessaires aux cultures, qui va créer des systèmes d'ombrage, donc on est aussi dans cette idée de culture étagée. Aussi une restitution de la matière organique à travers les feuilles, à travers les racines. On va réintroduire aussi des auxiliaires de culture en replantant des haies
Et donc là, c'est applicable à des modèles de très grande échelle pour de la culture de plein champ. Il y a aussi l'agriculture de conservation, qui parle beaucoup aux exploitants en conventionnel. Là, on est sur une très très grande échelle. C'est une agriculture qui est pratiquée en Amérique du Sud, aux États-Unis, et qui repose là aussi sur trois piliers fondamentaux, à savoir qu'on ne laboure plus. Donc on est quand même dans cette idée de respecter le sol, de respecter les horizons du sol. On est dans une rotation permanente des cultures et une couverture aussi permanente du sol à travers des légumineuses. On va venir en développer des techniques de semis sous couvert, semi-direct. Et donc là, bon, faut-il encore que ça soit vraiment détaché des produits phytosanitaires, parce que ce modèle agricole, il est très souvent lié quand même au glyphosate notamment. Donc apprendre avec des pincettes, mais si c'est applicable sans ces produits-là, et on est quand même déjà dans une idée transitoire où on tend vers ce modèle-là. Donc il faut réfléchir à toutes ces alternatives pour dialoguer avec ces agriculteurs. Le problème aujourd'hui dans l'agriculture, c'est qu'on est les esclaves de la chimie. Aujourd'hui, c'est ça le gros problème là. Donc il faut essayer de rompre avec cette pratique. Voilà, donc là, dans tout ce que vous décrivez, la première chose, on se libère de la chimie. Et c'est très bien. Après, on va passer d'un modèle extensif, où il y a de grandes exploitations, où la SAFER travaille, on sait comment, ça remet en question beaucoup de choses. Et ça ne pourra pas se faire, c'est très bien, ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Après, à relativiser aussi, parce que ça ne sera pas tout seul, c'est clair. Là, on le voit, la permaculture, elle est aussi, c'est un mouvement qui est citoyen, qui est tenu par tout le monde en fait. Chacun peut participer à ce mouvement-là. C'est pas réservé exclusivement aux agriculteurs ou aux jardiniers. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai réseau qui se crée à l'échelle locale, nationale, même mondiale. Donc on peut espérer, on peut être enthousiaste, à savoir aussi que c'est à remettre en perspective avec le modèle qui est agricole, qui a évolué en dehors de ce système de l'agrobusiness et qui est dominant en fait. C'est souvent contre-intuitif, mais l'agriculture qui nourrit le monde à l'heure actuelle, c'est l'agriculture qui est traditionnelle, locale, et détacher des énergies fossiles et des intrants chimiques. Et c'est l'ONU, ils sortent ce chiffre-là, environ 70% de l'agriculture pratiquée sur le globe, elle est aussi d'inspiration permaculturelle, puisqu'en fait elle est, comme je disais, d'un point de vue énergétique très efficace et reliée aux besoins locaux. Et on est là sur des besoins vitaux en fait, simplement voilà, se nourrir convenablement, et on est dans cette idée aussi de ne pas produire de déchets, donc on respecte un bon nombre de principes de permaculture quand on s'intéresse de plus près à ce type d'agriculture. Donc c'est à remettre en perspective et savoir aussi que c'est tout récent finalement, cette idée du remembrement et d'être dans la logique de l'hypermécanisation. Ça a quoi? Ça a 50 ans, 60 ans. Donc il faut juste arriver à déconstruire ce modèle et changer de grille de lecture. Mais c'est pas impossible après. C'est clair que les permaculteurs vont devoir redoubler d'efforts pour un petit peu échapper à tous ces systèmes de financement et de contrôle. Vous parliez des SAFER, l'enjeu majeur aujourd'hui pour les permaculteurs, c'est d'obtenir du terrain, du foncier. Et là, à l'heure actuelle, on sait toute la difficulté pour obtenir ces terrains. Donc on va devoir être aussi ingénieur, avoir de l'ingéniosité dans ce rapport avec les institutions. Est-ce qu'on peut faire l'économie d'une remise en cause de notre civilisation qui est basée sur la brutalisation du vivant, classification, etc. Est-ce qu'on peut assez rapidement, du moins, modifier l'enseignement, modifier tous les grands textes qui sont à la base de l'agronomie industrielle? Est-ce qu'on peut imaginer que notre société puisse se dire, bon ben voilà, notre civilisation est arrivée à son maximum de destruction, évidemment. Est-ce qu'on peut, justement, la permaculture, vous avez donné la réponse évidemment, mais la permaculture est une réponse parce qu'elle est basée sur les peuples premiers, donc ceux qui ont su, pendant des millénaires, rester en équilibre donc avec des systèmes de parenté très compliqués, avec plein de choses assez difficiles malgré tout. Est-ce que nous pouvons, nous, par notre raison, remonter cette logique-là? Et justement, vous avez parlé de déconstruction, c'est vrai, c'est dans le discours, mais c'est aussi des structures, c'est aussi des enseignements, c'est aussi plein de choses comme ça qui sont extrêmement prégnantes dans l'esprit des gens. Même d'ailleurs, il y a des mots chez vous qui sont déjà contaminés, sinon contaminants. Et donc, il y a un travail considérable à faire.
La question qui est posée, que je vous pose évidemment, et vous avez donné la réponse quelque part, c'est celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas une course-poursuite entre donc, les destructeurs, les brutalisateurs, façon de parler, de la vie, et puis ceux qui essaient patiemment de reconstruire quelque chose à l'échelle humaine et à l'échelle sociale aussi, évidemment. Alors aujourd'hui, c'est clair, les institutions, le gouvernement s'est intéressé de près à l'agroécologie. On peut regarder sur les dernières années, effectivement, des millions d'investissements pour la formation des agriculteurs en agroécologie, pour la transformation aussi des exploitations agricoles. Et finalement, on ne retient de l'agroécologie que justement beaucoup d'efficacité et beaucoup de productivité, et tout l'aspect éthique qui fondait le mouvement est mis complètement de côté. C'est ce qui fait aujourd'hui la force de la permaculture, c'est qu'elle est portée par les citoyens, par la société civile, et ces valeurs éthiques, c'est plutôt ces valeurs-là, donc prendre soin de la terre, prendre soin de l'homme, partager équitablement les ressources, qui sont au cœur de la permaculture. C'est ce qui fait sa force. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on a besoin que les institutions s'emparent du sujet ? En même temps, pour que ça se répande réellement, il y a vraiment là un point d'inflexion sur lequel on va devoir agir. Alors là où moi je suis enthousiaste, c'est que aujourd'hui l'enseignement officiel en agriculture est en train finalement de plier un petit peu à cette pression sociale, à savoir que dans les lycées agricoles, dans les centres de formation BPREA pour devenir exploitant agricole et aussi dans les écoles d'ingénieurs agronomes, on parle permaculture. C'est-à-dire qu'il va y avoir des options, il va y avoir des orientations. De plus en plus aussi d'élèves eux-mêmes vont se proposer pour donner des cours, des chapitres. Donc il y a aussi cette idée de redonner un petit peu d'éducation populaire au sein de ces institutions. Et moi, un jeune me témoignait dernièrement dans une session pour passer donc, ce diplôme des PREA et devenir exploitant agricole, une cinquantaine d'apprentis, plus de la moitié qui étaient motivés par cette idée de micro-maraîchage bio-intensif inspiré du bec et loin, ou alors de se diriger vers des installations type micro-ferme. Donc il y a des brèches qui sont en train de s'ouvrir ça et là, déjà au niveau de l'éducation, de la formation. Pour l'instant, les retours moi, que j'ai eu des permaculteurs, notamment au niveau de la SAFER, des chambres d'agriculture, là on en est loin. On est plutôt dans une politique inverse où on va tout faire, tout mettre en œuvre pour mettre des bâtons dans les roues à ces jeunes ou moins jeunes qui sont motivés par la permaculture. Et là ça devient plus compliqué. J'étais avec un permaculteur en Charente la semaine dernière, Richard Wallner. Il a passé 10 ans à batailler. En fait, il a acheté son terrain, il a lancé son exploitation. Donc différentes techniques de permaculture, un lieu de production et de pédagogie. Et malheureusement, il a dû arrêter très rapidement puisque à la fois, alors que lui était vraiment rentré de suite en contact avec les SAFER, avec la chambre d'agriculture, finalement il y a eu un mauvais contact avec le maire, puisqu'il y a aussi là, il faut en parler, il y a les élus locaux qui peuvent vraiment peser dans la balance. Là en l'occurrence ça s'est mal passé et il a passé 10 ans de sa vie à lutter pour pouvoir pratiquer la permaculture sur son terrain. Donc voilà quoi, ça va venir parce qu'ils seront obligés de se plier à cette pression sociale. Cette lame de fond va se prendre de plein fouet, ça va leur faire tout bizarre, mais là encore aujourd'hui ils sont encore un peu trop forts malheureusement. Et au niveau politique, alors est-ce que vous avez essayé de contacter justement des futurs dirigeants? Est-ce que vous avez essayé de contacter des futurs dirigeants justement pour leur demander véritablement d'abord les impasses de l'agriculture conventionnelle? Ça je crois qu'on peut arriver à trouver des choses très intéressantes concernant les maladies neurodégénératives, etc., etc. Il y a plein de choses très simples à trouver et qui existent dans le circuit officiel. Et ensuite leur demander donc, ne serait-ce même que sur le plan de la santé publique, ne serait-ce que ça. Il y a vraiment des possibilités considérables sur le plan politique. Alors est-ce que là, un affrontement, justement, est envisageable pour peut-être faciliter les choses? Je ne sais pas. Là, avec ce film, déjà, on crée de la discussion dans toutes les salles de cinéma. On va aussi à la rencontre, je disais, des lycéens, des ingénieurs agronomes. On a déjà présenté le film dans ces espaces de formation. Pourquoi pas aller plus loin, hein. C'est clair qu'aujourd'hui, la permaculture, il y a un vrai boom. On devient audible. Alors bon, moi je ne représente pas les permaculteurs, moi je suis cinéaste, donc après, pourquoi pas léguer cet outil-là
aux rares représentants de la permaculture au niveau national. Il faut savoir qu'aussi les permaculteurs ont envie de se structurer, de créer du lien, mais en même temps on est dans cette idée de déhiérarchisation, de décentralisation, on est inspiré de sociocratie et d'autres techniques, d'autres méthodes pour rendre au maximum horizontales les prises de décision. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal, il n'y a pas de représentant aujourd'hui du mouvement de la permaculture qui pourra aller s'adresser à ces institutions pour faire du poids, quoi. Voilà, du coup je veux bien intervenir à ce niveau-là, parce que je pense que on ne doit pas compter sur l'État, on ne doit pas compter sur le gouvernement, on ne doit pas compter sur des décisions prises à des niveaux comme ça. C'est vraiment, pour moi, et d'ailleurs ils en parlent, il y a eu plusieurs références à ça dans le film, c'est vraiment une prise de conscience personnelle et après collective de réseau, c'est du réseau. Et c'est nous qui devons faire. Il ne faut pas attendre qu'ils fassent, sinon il n'y aura jamais. Attendez, madame, je m'excuse, le problème aujourd'hui, vous avez les chambres d'agriculture qui devraient être les relais. Oui, mais ça, c'est dans un monde parfait, monsieur. C'est dans un monde parfait où les politiciens écoutent ce que veulent les gens. Or, on vient de subir les élections, j'ai pas l'impression qu'on soit dans ce monde-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pas les politiques qui vont répondre à cette demande, c'est vraiment localement les gens en se regroupant, en voulant autre chose, en changeant leur mode de consommation. Parce que si vous n'allez plus acheter des légumes de merde dans les supermarchés, à un moment ils vont arrêter de les faire. Hein. Il faudra bien. Voilà. Et après, c'est à raison de petites initiatives qu'on arrivera à imposer un autre mode. Ils seront obligés d'y venir et d'en parler et de le traiter. Mais c'est à nous tous, vous qui êtes là, venus vous renseigner ou, je ne sais pas, découvrir quelque chose peut-être, ou partager quelque chose. Mais c'est ça, en fait, c'est du partage, de l'échange et du collaboratif. On travaille ensemble. On travaille avec la nature et avec les gens. Et les gens qui veulent faire. Ceux qui ne veulent pas faire, on ne peut pas faire autrement, qui continuent à faire ce qu'ils veulent pour l'instant. Mais à un moment, on sera plus nombreux que ces gens-là, et à ce moment-là, on aura du poids. Et c'est ce qu'ils disent dans le film, c'est que pour l'instant, on ne vaut rien, on n'a aucun poids. C'est pas tout à fait vrai, parce que c'est de plus en plus reconnu. Mais c'est vraiment une démarche individuelle avant tout, et après un collectif d'individus qui évolue autrement. C'est sûr. Moi, je voulais dire quelque chose, oui. On peut ne pas partager votre opinion mais tout à fait. Une démarche individuelle. Parce qu'en même temps, madame, vous dites qu'il y a un fondement éthique à la permaculture, ce qui est tout à fait vrai. Ça veut dire que vous intégrez des valeurs. Partagez la parole, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Allez, on continue. Merci. Non, mais c'est pour... Et après, on Voilà, je voulais juste dire concrètement, moi j'ai découvert la permaculture vers 2009 par là. Et c'était pas trop médiatisé, enfin j'ai un peu de mal, je me sentais plutôt seule. Donc là ça rassure un peu. Et par contre, c'est pas du tout évident à mettre en place, même avec du temps, de la volonté, de mettre quelque chose en place. Donc je sais pas par où, par où commencer, comment concrétiser tous ces beaux rêves entre guillemets, quoi. Parce qu'on a, je pense qu'on a dans la localité, dans les Landes, je pense que ça peut tout à fait coller, il n'y a pas de raison. Il y a du monde, il y a de la place, il y a déjà pas mal d'initiatives dans les Landes, de petites initiatives. Oui, voilà, mais après ça reste très local, je pense. Après, ça dépend sur comment vous voulez vous lancer aussi, si c'est juste pour vous, perso, ça, c'est être déjà autonome, fait, si ça veut faire une petite micro-ferme pour essayer de faire participer la localité, si c'est faire un gros truc. Voilà, après, ce qu'il vous faut, c'est des terres, beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Ouais, mais ça, après tout ça, j'en suis consciente. Essayer au niveau associatif, moi, ça fait de travail, tout seul. c'est du travail physique aussi, la préparation, c'est plus long, c'est vraiment, voilà. Vous allez, ça dépend les périodes, mais nous on en est juste là, on a commencé il y a 6 mois, et réellement en 6 mois on a fait que coder, quoi. On a enlevé les ronces, on a commencé à attacher, à choisir les endroits où on allait faire des luttes, etc. Et c'est vraiment beaucoup de travail. Voilà, c'est chronophage. Après, économiquement, il y a plein de façons, il y a des financements participatifs, il y a des ateliers participatifs.
Vous pouvez voir avec les gens, voilà, il y a moyen de se faire aider, en tout cas financièrement. Comment participer à ça, sachant qu'on a tous des factures à payer, le temps il n'est pas extensible non plus, et, voilà. Et en s'investissant, est-ce que... Voilà, nous la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on a réussi à se mettre à 3 pour diviser nos 3 temps libres en un seul, pour pouvoir avoir l'impression que ouais, on est 3. Et voilà, on a à peu près 4 heures de temps libre chacun dans la journée, on va y passer au moins 2 heures par jour chacun pour que ça avance. En tout cas, oui. Moi j'avais essayé sur une association, donc sur l'épicerie sociale, de monter un jardin naturel au départ. Et au bout de, je sais pas, 2 mois, je me suis retrouvée seule avec mon bout de terre et puis personne qui prenait le temps. Et donc bon, là, je crois que c'est resté 1 an planté, planté, sans personne pour s'en occuper parce que j'ai dû travailler. Et là, il y a du manque à repris, mais pas du tout avec les mêmes méthodes, pas la même philosophie. Nous, on était un peu dans la même situation à Saint-Sevé où on s'est retrouvés, alors certaines personnes un peu isolées, à avoir des envies, des rêves, comme vous le dites. Et c'est vrai qu'on est toujours pour l'instant à l'état de rêve en tant qu'association, là, ici, à Saint-Sevé. Mais on est 3-4 familles et on sent aussi la réceptivité même de ce soir ou de différents événements qu'on peut proposer. On sent qu'il y a de l'engouement et ça rassure de s'entourer aussi. On a fait une super belle rencontre ce soir avec ces intervenants. Le jardin Jeannot, je vous invite aussi à aller le découvrir car pour moi c'est exemplaire sur le département. Ils sont très actifs. Non mais c'est vrai, vous êtes partie d'un petit projet qui a grandi. Aujourd'hui ils sont centre ressources, ils font de l'éducation à l'environnement, éducation à la solidarité internationale, ils travaillent sur plein de champs et c'est en ça que ça rassure. Effectivement, on peut avoir ce sentiment de solitude, on l'a de temps en temps, mais en tout cas, nous aujourd'hui à Saint-Sevé, la forme qu'on a trouvée, c'est se constituer en association. Il y a des phases de pic, d'excitation, on est tout enjoué, il y a des phases un peu de retombée parce qu'on est confronté à des réalités aussi. En tout cas, on vous invite, si vous voulez, à vous rassembler. Et même si le contexte politique est ce qu'il est, on a envie d'agir localement. Je pense qu'on a tout à faire. Voilà, merci en tout cas. Du coup, concrètement, les garçons, vous êtes en tant que chef, exploitant ou cotisant solidaire du coup, au niveau de la surface Exploitant. D'accord, ok. Ouais, exploitant. Un exploitant. Et du coup, après, nous, on a un cadre différent à côté. Ouais. Et on est 2 sur 3 à déjà être au RSI. Pour les explications économiques, ça nous fait qu'on passe pas à la MSA. D'accord, ok. Et on garde notre statut déjà de commerçant en principal et après l'autre est en secondaire. Ok, merci. Et vous les filles, c'est association toutes les. C'est ça. D'accord. Comment ça s'appelle? Vous pouvez nous rappeler le nom de l'association de Saint-Sevé et Alors à Rion-des-Landes, c'est l'association Sequoia qui gère un écolieu, l'écolieu Jeannot. En fait, on gère un petit peu moins de 2 hectares. Et sur ces 2 hectares, on a 1000 mètres carrés, un peu plus de 1000 mètres carrés de culture uniquement. Tout le reste de l'espace, c'est de l'agroforesterie. On a des arbres, mais le maraîchage se fait en micro-maraîchage. On a 2 serres et une trentaine de planches, à peu près. Tout en permaculture. Alors, après, on utilise différentes méthodes. On est beaucoup dans l'expérimentation parce que en fait, c'est plus un outil de travail pour nous que vraiment un outil de production. C'est-à-dire qu'on produit 20 paniers par semaine, quand même, plus un petit peu de vente directe et l'alimentation des gens qui travaillent sur le site et des gens qu'on accueille. Puisqu'on a une salle dans laquelle on fait des résidences d'artistes. On accueille des scolaires, on fait des formations, on fait des tas de trucs. C'est difficile de résumer l'activité. Disons qu'on travaille davantage sur l'éducation populaire que sur le maraîchage proprement parlé, même si du coup c'est notre outil de communication. C'est un outil de travail.
On amène les gens à découvrir des méthodes différentes. Donc quand on rentre dans nos serres, il y avait quelques photos, mais du coup il y avait un problème pour les diffuser. Donc c'est dommage parce que vous auriez pu voir des exemples du coup locaux. Dans les serres, il y a de tout. Il y a des fleurs, il y a des légumes, et tous les légumes c'est mélangé. Il y en a de toutes les hauteurs, on utilise tous les espaces. On cultive sur des toutes petites surfaces une assez grande quantité de légumes et de fruits. Mais les fruits, ça vient petit à petit. On avait la chance, c'était une ancienne exploitation quand même, donc il y avait quelques fruitiers déjà, plutôt anciens. Et du coup, on a, nous aussi, fait beaucoup de plantations d'arbres. On a fait un chantier une année d'une semaine, ma première année à Jeannot. On a planté 180 arbres en une semaine en chantier participatif. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, une expérience vraiment magnifique. Alors si vous voulez vous familiariser avec ça, je vous conseille vraiment d'aller sur un chantier participatif quelque part. Peu importe l'endroit, mais il y en a plein, il y en a dans les Landes, il y en a ailleurs. Ça coûte pas cher, ça coûte rien, juste d'y aller et vous participez au travail et vous allez voir que c'est vraiment très enrichissant et très très motivant. Ça donne vraiment envie, ça donne vraiment du courage, de l'élan et des solutions, parce que vous disiez on ne sait pas par où commencer. Il faut commencer par un bout, c'est un petit jardin dans un coin, amener d'autres gens à venir participer, inviter des amis à venir faire une butte, parce que faire tout seul c'est, il faut 15 jours, voilà. Mais une dizaine de copains et en une journée c'est fait, quoi. Y compris aller chercher les matières à côté et voilà, et le soir c'est planté et c'est juste super bien, quoi. Et pour l'association, nous on est une association toute récente qui s'appelle Bulle d'air, qui est installée à Saint-Sevé. On cherche un terrain puisqu'on est des citadins, on aimerait éviter de prendre la voiture pour aller jardiner. On a des petits espaces, mais voilà, on est quelques familles intéressées et encore on veut prendre aussi le temps de trouver un terrain, parce que la permaculture, ça demande beaucoup d'observation et un terrain pas très travaillé à la base. Donc vraiment, on compte sur vous si vous avez une connaissance, des connaissances, un ami, un voisin. N'hésitez pas. Vous avez un contact si on entend un tuyau, un mail, un téléphone, un truc, si jamais on entend. Un mail. On va vous les faire circuler à la sortie. On a une page sur un réseau social Facebook, Bulle d'air Saint-Sevé. Voilà. Oui, et puis on a un site aussi. Voilà, vous le trouvez. Autre question, je crois qu'il y a... Non, c'est fini. Excusez-moi. Question pratique sur les chantiers participatifs. Comment vous avez, de votre côté, comment vous avez fait appel à contribution et est-ce que vous pouvez nous donner des tuyaux pour identifier les chantiers participatifs existants? Mais nous, on passe par notre site internet. C'est jeannot.fr pour nous. Donc quand on veut faire un gros chantier, quoique maintenant on n'en a plus beaucoup des gros chantiers, mais il y a quand même du chantier parce qu'on désherbe quand même un petit peu, parce que voilà. Et on modifie aussi certaines structures petit à petit, notamment sur les bâtiments, on a encore du travail aussi. Mais pour les chantiers participatifs sur internet, franchement, vous tapez chantier participatif et vous allez voir défiler pas mal de sujets. Et après, en cherchant les différents lieux, déjà il y a plusieurs lieux, vous avez eu plusieurs références de lieux, permaculture, vous allez trouver des sites, des pages de lieux comme ça qui se montent et qui ont besoin, et souvent ça passe par internet comme ça, chantier participatif, ça marche bien. Vous avez un gros réseau au niveau mondial qui s'appelle le WOOFing, W2OFING, et vraiment c'est un réseau, vous pouvez consulter les projets, voyager ou localement, vous pouvez consulter par ce biais. Oui, alors moi j'étais venue individuellement personnellement parce que j'essaye de ne pas me servir de pesticides, herbicides dans mon petit jardin.
Mais je vois que en fait, la permaculture, c'est surtout une action collective et non pas individuelle. Ou alors, je voudrais bien, j'aurais bien savoir où est-ce qu'on pouvait s'adresser pour essayer de faire un peu de permaculture chez soi, tout bêtement. Alors, ouais, moi c'est ce qui m'intéressait quand même en faisant ce film, c'est que en fait on voit bien qu'il y a la recherche du lien social qui transpire dans ce film. L'idée c'est de créer du réseau, de partager, de créer des liens de solidarité. Donc on peut pratiquer la permaculture vraiment tout seul pour soi, pourquoi pas, hein, mais globalement elle est pensée dans le collectif, dans la communauté, c'est s'inscrire dans le territoire et créer des liens d'entraide. Donc on le voit par exemple sur cette action du Permablitz, on voit l'espace d'une journée la mise en œuvre du design chez les particuliers où on va créer voilà, un potager nourricier pour ces jeunes citadins. Donc il y a vraiment toujours cette idée du collectif quand même qui germe derrière l'idée de permaculture. Donc après voilà, il y a tout un tas de techniques aussi qu'on peut pratiquer en tant que jardinier. Oui, mais alors par exemple, moi je veux faire ça chez moi, je veux faire venir, faire une butte et tout ça chez moi, mais si autour de moi, les voisins et tout ça, ils le font pas, ils utilisent des herbicides, des pesticides et compagnie, ça va servir à quoi? Moi c'est ça, il faudrait déjà que individuellement les gens ils fassent des petits progrès vers ça, quoi. Vous voyez, c'est ça, moi j'étais venue pour ça en fait. Oui, mais alors à la conférence de ce soir. D'accord. Mais là vous parlez de choses immense, difficile. On va vous répondre. Si les gens ne peuvent pas faire ça individuellement un petit peu chez eux, et ben voilà. Mais vous pouvez le faire chez vous en fait. Moi je le fais chez moi, j'ai commencé la permaculture chez moi avant de rencontrer l'association. Je faisais chez moi, je ne savais même pas que c'était de la permaculture, mais je le faisais chez moi parce que pour moi il n'était pas question de faire un jardin avec des produits. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, j'y reviens, c'est des choix personnels, des choix de vie et qui se transmettent par l'exemple. Ok, merci. Je vous en prie. J'ai compris. Vous avez déjà bien commencé. J'imagine. Est-ce que toutes les graines qu'on trouve actuellement dans le commerce sont compatibles à la permaculture? Non, bien évidemment non. C'est quelque chose qu'effectivement on a peut-être oublié de mentionner dans le film, mais en même temps il y a des tas de films qui traitent ce sujet-là, notamment La guerre des graines, qui est diffusée dans quelques cinémas en ce moment. À savoir que c'est peut-être même le point de départ, quoi. C'est réfléchir au niveau de la graine, des semences. Donc différentes stratégies, à savoir que dans tous les événements de permaculture, il y aura toujours des échanges de semences, de plants, qui seront des variétés anciennes, rustiques, locales et surtout reproductibles. Donc on sort de cette logique des hybrides F1 qu'il va falloir ressemer chaque année. Et l'autre stratégie, c'est d'aller voir chez les semenciers bio. Donc la plupart sont présents sur internet, c'est déjà aussi une bonne option. À savoir, on peut reciter les plus connus, hein, qui travaillent très bien, Cocopelli, Biogerme, les fermes Sainte-Marthe. Donc il y a déjà là un bel éventail, donc c'est évident que c'est un des premiers actes du permaculteur, ça va être de boycotter les fournisseurs de semences hybrides F1. Voilà. Et de produire ces graines une fois qu'on a commencé à planter, parce que c'est pas très difficile. Voilà. On le conseille, on le dit pas trop fort, on le conseille. Des choses. Oui. Non, mais après, parce que simplement, vos graines, elles s'habituent. Les plantes, en fait, elles font des graines qui sont habituées à votre propre sol. Si à chaque fois que vous achetez des graines, vous repartez sur des génétiques nouvelles à chaque fois, jamais elles s'habituent. Si pendant 5 ans, vous prenez vos tomates, peut-être que la première année, elle ne donnera pas beaucoup. La deuxième année, elle donnera un peu plus. La troisième année, beaucoup plus, etc. Et pareil, si vous voulez moins les arroser. Si vous voulez commencer à faire des légumes sans eau, vous les arrosez peu, vous aurez très peu de légumes, vous gardez les graines et vous continuez, etc. Au bout d'un moment, les plantes s'habituent. Oui, non, mais c'est exactement, c'est sur ces principes-là, mais c'est des graines qu'il a fait lui-même pendant des années et des années et des années. Bon, eh bien, on va terminer là la discussion. Un grand merci à tous pour cet échange.
Et puis voilà, il faut bien garder en tête qu'on peut tous s'inscrire dans ce mouvement de la permaculture en tant que permaculteur jardinier, paysan permaculteur, ou même en faisant des films, en faisant des conférences, en écrivant des bouquins. Je citerai quelques ouvrages de référence avant de terminer, parce que c'est aussi un moyen de prolonger la réflexion. Révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka, donc l'inspirateur en quelque sorte de Bill Mollison, David Holmgren, et donc initiateur du jardinage naturel. Introduction à la permaculture de Bill Mollison, quasiment tout est dans ce bouquin, c'est vraiment très belle porte d'entrée en permaculture. Et puis tout dernièrement, il y a un permaculteur français qui a sorti un bouquin, et là on est vraiment dans de la pratique et quelque chose qu'on peut appliquer à petite échelle, puisque lui il est sur un terrain de 150 mètres carrés en périphérie de la ville de Rouen, et il a réussi à développer son autonomie alimentaire voilà, en multipliant la biodiversité sur son terrain, en utilisant plein de principes et de techniques permacoles. Donc il s'appelle Joseph Chauffret. J'ai plus le nom du bouquin exact, mais vous allez trouver, il arrive à produire 300 kg de fruits et légumes chaque année sur un terrain de 150 mètres carrés. Ça donne un peu une idée de la productivité de la permaculture. Donc voilà, un grand merci aussi à l'association Bulder et puis aussi Et je terminerai aussi en disant que eh bien, ce film il est relativement fragile, donc si le sujet vous a plu, si le film vous intéresse, n'hésitez pas à diffuser autour de vous. On est présent aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, merci.